Vous êtes dans le QG News, bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez. Voici les titres. Un réseau d'élus locaux, c'est l'initiative de la coalition de l'opposition Yewwi Askanui et l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, l'une des principales figures de l'opposition et candidat à l'élection présidentielle de 2024. Après des mois d'intenses négociations, la Tunisie, à court de liquidités, est finalement parvenue à convaincre le Fonds monétaire international. Un accord préliminaire a été trouvé entre l'institution internationale et le gouvernement pour un prêt de 1,9 milliard de dollars. L'attaquant sénégalais du Bayern Munich, Sadio Mané, récompensé par le trophée Socrate pour son engagement sociétal. Sadio Mané figurait parmi les principaux concurrents de Karim Benzema pour le Ballon d'Or. À moins de 2 ans de l'élection présidentielle au Sénégal, la coalition de l'opposition Yewwi Askanui, à laquelle fait partie Ousmane Sonko, lance un réseau composé d'élus locaux avec des maires et des présidents des conseils départementaux. Cette plateforme pourrait être une étape pour Ousmane Sonko vers l'accélération de sa conquête du territoire national à moins de 2 ans de la présidentielle prévue en 2024. Roberto Bogbe. Unir ses forces autour des thématiques comme l'économie sociale et solidaire ou le potentiel agricole des communes. C'est l'objectif du réseau des élus locaux du Sénégal, composé de maires ou de présidents des conseils départementaux. Ousmane Sonko, figure de l'opposition et maire de Ziguinchor, élu à l'issue du scrutin du 23 janvier 2022, est le président de ce réseau qui va impulser le changement à partir des localités. Il y a énormément de prérogatives laissées aux collectivités locales que les collectivités locales n'exploitent pas suffisamment. Par frilosité, par méconnaissance ou par faiblesse en réalité. Et c'est cela le grand chantier que nous sommes fixés. Cette nouvelle structure a été créée pour se démarquer de l'AMS, l'association déjà existante des maires du Sénégal. Même si elle a été lancée sous la bannière de la coalition de l'opposition Yewwi Askanui, Ousmane Sonko a tendu la main aux élus locaux de tous bords politiques. Un lancement qui s'étoffe grâce à une tournée dont l'itinéraire fait la part belle au milieu rural. Notables, chefs religieux musulmans et catholiques ainsi que les populations locales sont les différentes cibles. Beaucoup de Sénégalais se posent quelquefois la question de l'utilité même des collectivités locales. Et tous ceux qui sont élus maires l'éprouvent au bout de quelques mois seulement d'exercice. Nous avons pensé que c'est beaucoup plus un problème lié à la pratique, à la perception de ce que doit être le fonctionnement d'une collectivité locale, mais également à la nature des rapports que les collectivités locales entretiennent avec l'État central, qui les met dans une position de faiblesse, mais également dans une position de dépendance chronique. Le déploiement de Ousmane Sonko, candidat déclaré au scrutin de 2024, se fait à moins de 16 mois de l'élection présidentielle. Il appelle ceux qui le souhaitent à rallier le réseau des élus locaux afin de propulser les collectivités locales vers un fonctionnement plus efficace. Une stratégie définie pour implanter le parti sur tout le territoire en perspective de l'élection présidentielle de 2024. Dans l'actualité également, le premier anniversaire du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, un mouvement panafricain de gauche avec à sa tête Laurent Gbagbo qui avait autour de lui pour ce premier anniversaire ce lundi 1 millier de militants à Abidjan au Palais de la Culture de Treichville. Et dans la perspective des prochaines échéances électorales, les élections locales l'an prochain et la présidentielle prévue en 2025, l'ancien président ivoirien a exhorté ses partisans à se mobiliser pour faire vivre la démocratie. Et concernant le prochain scrutin présidentiel, Laurent Gbagbo n'a pas démenti ni confirmé une éventuelle candidature. Le CDPO, le collectif des détenus politiques et d'opinion, il s'agit d'un nouveau mouvement né au Bénin. La plateforme entend défendre les droits des prisonniers. Le collectif appelle à leur libération, un appel lancé alors que la société civile et l'opposition n'ont cessé ces dernières années, surtout depuis les législatives non inclusives de 2019, de multiplier les appels au dégel politique. Reportage Lefti Ounou. Réunis au sein du collectif des détenus politiques et d'opinion CDPO, des ex-détenus politiques plaident la libération des prisonniers politiques encore en détention au Bénin et au retour des exilés politiques.
Mis sur pied le 15 octobre 2022, le collectif CDPO se veut être un cadre destiné à restaurer l'honneur des détenus politiques. Interpellés pour la plupart dans le cadre des contestations politiques qui ont commencé depuis les législatives de 2019 au Bénin, ils ont été présentés au procureur spécial de la Criette pour des infractions qu'ils auraient commises puis incarcérés. Après plusieurs mois de détention provisoire, certains ont été libérés suite au dialogue politique de 2019 et d'autres mis en liberté provisoire en 2022 au lendemain des contestations électorales de la présidentielle de 2021. Le 7 juin, jour pour jour, j'ai perdu mon feu mari en étant à la prison civile de Cotonou. Là où j'ai eu 3 enfants avec lui, lui-même en avait une, ça fait 4. J'ai tellement pleuré, j'ai demandé à aller à l'enterrement parce que c'est un musulman, il fallait l'enterrer le lendemain. On ne m'a pas accordé ça. Le chef de l'État n'a qu'à voir tout ça et voir que c'est des vies qui sont en train d'être détruites. Des gens qui se meurent à petit feu à cause de cette situation, des gens qui perdent toute une famille, des gens qui perdent leur boulot, des gens qui peut-être quand ils vont sortir au bout du rouleau n'auront plus rien et ils auront tout à reprendre à zéro. Des ex-détenus dénoncent la violation de leurs droits essentiels en prison. Certains ont perdu leur emploi, des familles ont été disloquées et des vies sociales ont été perturbées. La création du collectif des détenus politiques et d'opinion intervient dans un contexte où la loi portant suspension d'exécution de peine par le chef de l'État a été votée par le Parlement. Cette loi permet désormais à des détenus de bénéficier d'une suspension de peine pour des raisons humanitaires ou sociales. Pourquoi ne pas renforcer les juges dans le cadre? Si on veut décider de suspendre des peines, on peut confier ce travail aux juges. Pourquoi le donner au président de la République? Moi, ça me pose un problème à ce niveau-là, qu'on subjectivise et qu'on politise et qu'on personnifie en fait la question de la liberté des personnes et la question surtout de la détention carcérale des personnes dans notre pays. A noter que le collectif des détenus politiques et d'opinion CDPO entend s'organiser pour le respect des droits et la libération des prisonniers politiques au Bénin. Par ailleurs, le CDPO appelle à la prise de dispositions légales pour faciliter le retour des exilés politiques. Le Fonds monétaire international annonce un accord préliminaire en faveur de la Tunisie. Il porte sur un prêt de 1,9 milliard de dollars. En échange de ce décaissement, le gouvernement tunisien, confronté à une grave crise financière, s'est engagé à lancer une série de réformes économiques au sujet notamment d'un renforcement de la transparence au sein du secteur public. Ce prêt est une bouffée d'oxygène pour ce pays très endetté qui ne peut plus recourir aux marchés internationaux. Joël Ballot. Avec l'évolution récente des cours mondiaux des produits de base, la Tunisie se trouve étranglée par une dette supérieure à 100% de son PIB et dans les capacités d'emprunter sur les marchés internationaux. Afin de stabiliser les finances publiques et procéder aux réformes urgentes, la Tunisie va bénéficier d'un accord financier de 1,9 milliard de dollars du Fonds monétaire international. Avec ce financement, les autorités nationales devraient accélérer les réformes structurelles, renforcer la gouvernance et la transparence dans le secteur public. Puis justement la conjoncture et puis les indicateurs macroéconomiques qui ne sont pas favorables à la Tunisie. Bon, ça pourrait aider justement le gouvernement à soutenir les ménages les plus faibles et puis à essayer d'honorer ses engagements vis-à-vis des prêts. Ce nouvel accord, qui court sur 48 mois au titre de mécanismes élargis de crédit, devra concourir, selon le FMI, à diversifier les dispositifs de protection sociale, créer un environnement transparent et équitable pour les investisseurs, favoriser l'adaptation au changement climatique en encourageant l'investissement dans les énergies renouvelables, mais aussi préserver le pouvoir d'achat des Tunisiens face à une inflation élevée. La détérioration de l'environnement mondial et les prix internationaux élevés des matières premières pèsent lourdement sur l'économie tunisienne, ajoutant aux faiblesses structurelles sous-jacentes dans un contexte socio-économique difficile. La croissance ralentira probablement à court terme, tandis que la hausse des coûts internationaux des matières premières exercera des pressions sur l'inflation, ainsi que sur les soldes extérieurs et budgétaires de la Tunisie. La crise financière en Tunisie s'est traduite ces derniers mois par des pénuries récurrentes des produits de base qui sont à l'origine des manifestations succinctes des Tunisiens contre la vie chère. Avec ce nouveau programme, les Tunisiens pourront bénéficier d'un environnement propice à une croissance inclusive et à la création d'emplois durables pour baisser le taux de chômage, estimé à 15,3%.
Le communautarisme serait-il en train de menacer la société et l'unité de la nation tchadienne en cette période de transition politique avec les multiples défis qui se posent à la société civile et à la classe politique? Certains veulent s'attaquer à cette question du communautarisme, à l'instar de l'écrivain Mahamat Saleh Loukoumi, reportage Mahamat Ramadan. Dans son ouvrage intitulé Le général Mahamat, son héritage et son aliénation, l'écrivain Mahamat Saleh Loukoumi dénonce la perpétuation du communautarisme dans les domaines politiques et sociaux. Pour lui, l'héritage des anciens chefs d'État qui ont assis leur pouvoir par le régionalisme, le confessionnalisme et la division entre le Nord et le Sud continue de hanter les Tchadiens. Il appelle les actuels dirigeants de la transition à ne pas céder à la tentation de la division. Chacun de nous dans sa chambre a le Nord et le Sud. Est-ce que le malaise est géographique? Est-ce que nous sommes plus puissants que Dieu pour empêcher à certains de vivre? Si Dieu a permis que certains vivent sur un même territoire, il a ses raisons. Acceptons qu'ils vivent. Mais les faits politiques nous ont conduits à avoir ces considérations. Dans cet ouvrage de 98 pages paru aux éditions Salon des Belles Lettres, l'écrivain Mahamat Saleh Loukoumi estime que depuis les indépendances, certains Tchadiens se sont battus toute leur vie pour fortifier le pouvoir des individus et le maintien de leur clan au pouvoir. Pour lui, les dirigeants actuels de la transition doivent s'atteler à avoir les honneurs de Dieu et du peuple plutôt que des griots politiques selon ses propres termes. Les honneurs de Dieu et du peuple sont plus honorifiques et souhaités que les honneurs de bouffons et de griots. Parce que ceux qui ont chanté Hissène Abraham, Chigida, Manina Warak ne sont jamais allés avec lui à Dakar. Ceux qui ont dit à Idriss Déby, il n'y a que toi pour cette république, ne sont pas allés s'enterrer à Amdjaras avec lui. Et ceux qui disent aujourd'hui, Mohamed est l'homme de la situation, je crois que quand il sera l'homme du calvaire et de la déchirure, ils se terreront aussi dans leur coin, comme ils l'ont fait avant. Moralisateur et un politicien averti, l'auteur de Le général Mahamat, son héritage et son aliénation, estime que dans son pays, le Tchad, meurtri par les guerres fracticides, des haines tribales et confessionnelles, il faut s'atteler à rétablir un lien d'espoir et de rêve. C'est le seul lien, pour lui, qui ne se brise jamais. Pour rappel, le Tchad est dans une phase de transition depuis avril 2021, après le décès tragique de l'ancien président Idriss Déby Itno. Cette transition a été prolongée 2 ans à compter du 20 octobre 2022 par une résolution du dialogue national inclusif et souverain. Du sport à présent avec un gros plan aujourd'hui sur le Ballon d'Or. La cérémonie s'est déroulée ce lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris et c'est le Français du Real Madrid, Karim Benzema, qui a été sacré Ballon d'Or 2022. Il avait face à lui 29 concurrents sur la liste des 30 nominés, figuraient des Africains, l'Égyptien Mohamed Salah de Liverpool ou encore le Sénégalais Sadio Mané du Bayern Munich qui a reçu le prix Socrate qui récompense les joueurs et joueuses engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. Je vous propose d'écouter le journaliste Bamba Kassé. Mais parce que, vous savez, ces joueurs-là, Sadio Mané, Gorgui Ndiaye, ils ont compris une chose. Ils ne peuvent pas donner à chaque Sénégalais $1. Ça, quelle que soit leur fortune. Ils ont compris qu'ils peuvent mettre en place de petites infrastructures qui vont améliorer le quotidien de leurs concitoyens. Et ça, je pense que l'avoir compris, c'est ce qui fait que les gens le leur rendent aussi bien. Aujourd'hui, on a même d'autres joueurs qui ont été inspirés par peut-être ces 2 garçons-là et qui également commencent à s'investir dans le social. Moi, je pense que tous les joueurs africains, de façon générale, qui excellent dans différents sports, qui sont à un niveau de rémunération très élevé, comparé à la situation sur le continent, devraient pouvoir s'occuper de leur communauté un peu, retourner un peu de ce qu'ils ont reçu à leur communauté. Ça ne veut pas dire qu'ils vont remplacer nos États, parce que normalement la construction d'un hôpital, la construction d'un lycée, la construction d'une route, ça revient normalement à la charge de nos États. Mais puisqu'ils ont la chance d'exceller à un certain niveau, et que le fait de le faire ne leur coûte, enfin, bien entendu, c'est l'argent qu'ils mettent dedans, ou bien les relations qu'ils mettent à contribution. Mais après, ça ne leur coûte pas grand-chose et ça restera au-delà de leur carrière. Moi, je pense que c'est une très belle philosophie et il faudrait que tous les joueurs africains s'inspirent de ça.
Sadio Mané, deuxième du Ballon d'Or 2022. Le Sénégalais est passé tout près du titre suprême. L'attaquant du Bayern Munich et des Lions de la Teranga, la sélection sénégalaise, termine sur la deuxième marche du podium du Ballon d'Or avec ses 33 buts, 5 passes décisives, son sacre à la dernière Coupe d'Afrique des Nations et son tir au but qui a qualifié son pays, le Sénégal, pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Lui qui, on l'a dit, a été récompensé pour son investissement en faveur du développement de son village natal de Bambali, qui se trouve au sud du Sénégal. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.